Bonjour et bienvenue dans cette scène photographique avec l'invité d'honneur des rencontres de la jeune photographie internationale de la Villa Perrochon à Niort, Joan Fontcuberta. Artiste, photographe, enseignant, auteur de très nombreux livres et grand partageur, la Villa Perrochon n'est pas un territoire inconnu pour vous. Je vais vous demander dans quelques instants comment vous le vivez, ce retour. On vous reçoit donc pour votre exposition à la Villa et votre rôle de tuteur, maître de stage avec les 8 jeunes résidents de la saison 2023 qui sont arrivés vendredi soir. Ils vont travailler avec vous pour cette résidence et nous pourrons voir leur réalisation, Patrick vous l'a dit, le week-end prochain, les 14 et 15 avril. Joan Fontcuberta, vous avez la parole. Comment vous vivez ce retour ici à Niort, à la Villa Perrochon ? Toujours, la première fois, on garde un bon souvenir. En espagnol, ils disent nunca segundas partes fueron buenas, c'est-à-dire jamais une deuxième reprise a été bonne, mais souvent la sagesse populaire n'est pas tellement sage. Donc, dans ces cas, le deuxième volet, la deuxième partie, je pense que ça sera encore plus intense et va imprimer un souvenir beaucoup plus profond. Alors, nous nous sommes rencontrés en janvier dans votre lieu de création en Catalogne pour tourner le film Question d'image qu'on peut voir dans les salles de la Villa Perrochon. Et quand, avec Patrick, on vous a demandé, pour préparer cette scène photographique, qu'est-ce que vous aimeriez ? Est-ce que vous avez envie de lecture de texte, d'un danseur ou d'autres choses ? Vous avez pensé à la magie. C'est ainsi que nous avons sur cette scène, qui n'est pas une scène, mais près de nous, Romain Frasi. La magie, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Pour commencer, magie et image sont des anagrammes. C'est des concepts construits avec le même nombre de lettres. Donc, forcément, il y a un rapport. Et c'est vrai, toute image est un acte de magie, c'est un tour de magie. Et même si je réfère ma biographie, mes expériences personnelles, j'avoue que je me suis intéressé par la photographie pendant un acte épiphanique. J'étais à l'école, au lycée, j'avais 14 à 15 ans, et un prof qui était amateur de la photographie avait installé un petit labo. Et alors, il demandait aux étudiants d'illustrer des devoirs avec des photos qu'il fallait développer nous-mêmes. Alors, la première fois que je suis en chambre noire, avec de mystérieuses lumières rouges, avec les odeurs de l'acétique, toutes ces sortes de mystères, et dans une cube, je vois un papier blanc qui fait abracadabra. Il y a une image qui émerge. Je dis, tiens, je vais consacrer ma vie à ces sortes de tours de magie, à ces effets. C'est pour ça que je garde un grand rapport, un grand respect pour cette magie qui constitue l'objet de ma vie, de ma profession, etc. Vous nous avez dit aussi, quand on était en Catalogne, que vous aviez chez vous encore un laboratoire argentique. Oui. Qui faites-vous en 2023 ? Est-ce que vous y allez encore ? Vous y travaillez ? Malheureusement, ça devient un entrepôt. Je garde les fonctionnements au cas où je fais encore des expériences un peu orthodoxes. J'aime bien les travails, les bricolages de la chimie, de papier. C'est-à-dire que je garde ça actif parce que même si le chemin que j'ai pris dernièrement m'amène vers des autres langages, des autres technologies, je vais garder toujours la possibilité de retourner à cette sorte d'espace de silence, espace de méditation, espace de magie. Moi, comme principe, je considère que mes œuvres ne sont jamais achevées. Il y a toujours, je me donne toujours la possibilité de modifier, d'adapter. Et ça implique les retours au labo, quand un jour je voudrais. Oui.
Votre première exposition personnelle a eu lieu en 1973, c'est ça? Oui. 50 ans après 50 ans de carrière, on va dire. Comment l'idée, puisque l'exposition à la Villa Perrochon s'appelle Monstre, comment l'idée de monstruosité est apparue? Bon, il y a aussi plusieurs raisons. C'est jamais simple, il n'y a jamais une seule explication. D'un côté, dans l'expo, je fais un parcours que je trouve très amusante. C'est la transition, les passages de ce qu'on pourrait considérer une stupidité naturelle à une intelligence artificielle. Bon, je vais, si vous voulez, après expliquer ça en détail. C'est-à-dire, les humains, nous sommes stupides. Donc, Partons de ce principe. Il nous faut des éléments orthopédiques pour essayer d'arriver à être un peu plus intelligente. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on considère un peu l'avenir avec les changements climatiques, les guerres. On est stupide, il faut le reconnaître. Bon. Alors, peut-être, il y a la possibilité que ces sortes d'orthopédie technologique peut nous aider, ou peut-être pas. Peut-être ça c'est une menace qui va tout simplement accélérer notre stupidité. Je ne sais pas. C'est ça, sur la table, il y a ça. Mais alors, il y a cette belle citation de Antonio Gramsci qui est fausse. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Donc j'aime jouer avec l'illusion, avec voilà. La citation qui est dans l'exposition d'Antonio Gramsci, c'est faux. C'est faux. C'est quelque chose que vous avez inventé. Non, c'est pas comme ça. C'est pas si simple que ça. J'aurais aimé être l'auteur de ce fake, mais c'est pas moi. C'était Antonio Gramsci, idéologue, révolutionnaire, fondateur du Parti communiste. Il passe, je pense, 7 ans dans la prison pendant le régime de Mussolini, et pendant ce séjour, il écrit Cahiers de prison. Mm-hmm. Alors, c'est un texte fondamental pour le communisme. Et alors, ce texte a été traduit au français, mais les traducteurs se trompent. Et alors, il change l'italien d'une façon plus élégante. Et alors, il arrive ça. Et alors, ce texte est repris par Slavoj Žižek, qui les prend comme thème, comme sujet, comme départ d'un essai. Et alors, ces citations, qui est une mauvaise traduction, fait son histoire. Alors, la citation, c'est « Le vieux monde est en train de mourir. Oui. Le nouveau tarde à apparaître et dans le clair-obscur, des monstres naissent. » Oui, Gramsci avait parlé du chiaroscuro et des monstres, mais pas dans cette sorte. Mais en fait, si tu veux, c'est une traduction plus élégante, mais les principes, le contenu est le même. Gramsci pensait que le monde de démocratie bourgeoise libérale était en train de finir, était décadente, et un horizon révolutionnaire était prêt à arriver. Et dans cette transition, il y avait toutes sortes le fascisme, le totalitarisme, etc., qui faisaient son cours. Et c'était les monstruosités. Bon, alors, on déplace, on transfère cette idée au monde de l'image. D'accord. Au régime, si tu veux, l'ancien régime visuel. La photographie analogique. Oui, au point de vue technique, si, mais aussi, je dirais, une photographie assez dogmatique, assez autoritaire. Et il y a une transition vers un nouveau ordre visuel, et alors qui serait les algorithmes, mais pas seulement la technologie. Hein. Par exemple, si je peux faire une petite... Bien sûr. Par exemple, ici à côté, nous avons l'exposition de Résidente, que probablement tout le monde a déjà visité, mais il y a le travail de Franz Lahn qui utilise pas des sels d'argent pour faire la photographie. D'accord. Elle utilise des jus de fruits, elle utilise des pétales de coquelicots, des espinacs, le vin, pour faire des images soi-disant photographiques. Donc, à mon avis, ce retour à la nature, c'est aussi un effet de notre réaction contre un excès de technologie qui, c'est aussi ce nouveau régime photographique. C'est ce que j'appelle la post-photographie, mais on
peut l'appeler d'une autre façon. C'est-à-dire on est dans une transition vers une nouvelle façon de faire, où il y a d'un côté cette technologie très avancée, les algorithmes, l'intelligence artificielle, mais aussi la réaction qu'elle provoque en essayant de retourner aux racines et de chercher même des alternatives. Avant, la photographie, c'était un moyen de témoigner, d'être des preuves, d'être la vérité. La vérité, c'était quand on voyait une photographie, la preuve par l'image, quoi. On voyait une image, on croyait à ce qu'elle disait. Et on n'est plus dans ce régime-là. On est d'accord ? On est assez, oui, je dirais, on est assez d'accord, mais ça c'est une question très profonde, philosophique, épistémologique, politique, idéologique, culturelle, historique. C'est-à-dire qu'il faut préciser dans quelle couche on va parler de la vérité. Hein. Donc voilà, ça c'est un problème. C'est vrai que la photographie reçoit l'héritage de son temps. La photographie est née pendant la révolution industrielle, pendant le positivisme, le réalisme. Le 19e siècle nous apporte la culture technoscientifique, l'idée de preuve, l'archive, d'identité, etc. Donc la photographie répond à ces sortes de mandats. Donc elle n'est pas innocente. Elle est née avec un péché original de transmettre ces sortes d'idéologies. Et alors, les photographes doivent soit accepter, soutenir ces sortes d'idéologies, ou soit essayer de la réfuter pour conquérir d'espaces de liberté plus élargis. Alors, est-ce qu'on peut regarder cette photo qui est derrière nous, que vous connaissez bien, en parlant de vérité, que vous nous proposez ? C'est une photo qui date de quand ? C'est une de vos photographies ? Oui, c'est un photomontage de 1976. D'accord. Photoshop n'existait pas. Donc, ça prenait beaucoup de temps pour la construire avec ces sortes de réalisme. Non? Alors, dans les années 70, quand je commence à travailler avec la photographie, ce qui était surtout sur la table était le photojournalisme et la photographie documentaire. Donc, des approches photographiques absolument légitimes qui, petit à petit, devenaient un peu dogmatiques. C'est-à-dire, la photographie, c'est ça. Le reste, c'est hétérodoxe. Le reste, c'est quelque chose... Bon, il y a des surréalistes qui font de petites expériences comme ça, mais vraiment, ce qui va rester de la photographie, c'est les documents. C'est les témoignages de notre période. Bon, d'accord. Alors, la photographie devient un œil à distance. Il y a une guerre en Ukraine, nous sommes ici à New York, mais on est capable d'avoir une expérience visuelle de ce qui se passe grâce aux photoreporters ou aux caméras de télé qui sont là et nous transmettent la perception de ce yeux. D'accord ? Alors bon, d'accord, on accepte. La photographie, son rôle, c'est d'être notre œil à distance. Mais tout œil a besoin des ajustements. Alors moi, je propose mon travail comme une tâche d'ophtalmologie. Il faut essayer de vérifier si l'œil souffre d'hypermétropie ou astigmatisme. Et alors, il faut peut-être faire des ajustements pour permettre à l'œil de nous procurer une perception le plus raffinée, le plus correcte possible. Donc, je pense que ça, c'est la démarche de la photographie conceptuelle. Faire analyser, essayer de tester, de mettre la photographie à l'épreuve, pas pour la combattre, pas pour la nier, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit, toute la richesse de possibilités sont valables, hein, mais pour comprendre mieux sa nature. Donc, cette image. Encore, je dois faire une petite explication. Oui, bon. Avec plaisir. Je travaille dans la publicité. J'étudie la communication à cette à la époque-là. Hein? Oui. Alors, la publicité se base sur des techniques de persuasion et pour attirer l'attention du consommateur, il faut une image choc.
Alors l'image choc, qui peut être basée sur parfois l'érotisme, la faim, l'appetite appeal, qu'on disait. Appetite appeal, c'est-à-dire l'envie de manger quelque chose, quand on voit des photos publicitaires, que, je vais manger ça. Alors, il y a des techniques. Donc, un jour, je décide d'utiliser toute mon expérience, toute ma connaissance de la machine publicitaire comme fabrique de croyances pour pas vendre des produits, mais par contre pour faire une pédagogie de ces mécanismes de tromperie, de séduction, d'illusion finalement. Et alors ce que je fais, c'est présenter des images chocs, mais qui montrent justement les tours de magie qu'il y a en arrière. Alors, quand on voit cette image, on dit, ça c'est pas possible. Mais par contre, ça a un statut photographique. Donc ici, il y a une contradiction. Comment une photographie peut nous rendre l'image d'un cycliste sans jambes? Il y a quelque chose qui se passe. Alors, si on peut faire ça ici, on peut faire la même chose avec les guerres d'Ukraine. Je peux montrer un tank qui n'existait pas ou un drone qui voilà, c'est-à-dire que c'est ces sortes de doutes que j'essaie d'introduire. Et aussi, je pense que ces sortes d'images, je répète, dans les années 70, dans un climat particulier disons de foi, de crédibilité dans l'image documentaire, ça montre que la photographie a la liberté de montrer les délires, montrer les rêves, qu'elle n'est pas attachée, elle n'est pas esclave d'un monde visuel, réel, qu'elle peut s'échapper, qu'elle a beaucoup plus de territoire à expérimenter. Alors, on va se tourner vers la fabrique de croyances qui est à ma droite, celle de Romain Frasi, si vous voulez bien. Joanne. Parfait. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si le micro est branché. Voilà, c'est très bien. Bonjour à tous. Alors, comme Joanne le disait, on a parlé d'images choc. Alors ça m'a interpellé parce que du coup, j'ai été faire une recherche, moi, sur Internet pour voir un petit peu ce qui se passait au niveau des œuvres de Joanne. J'aimerais vous montrer tout ça. Joanne, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre juste devant? Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Joanne, j'ai été fouiner un petit peu sur Internet et j'ai pu découvrir certaines de vos œuvres en allant dans les images. Et il y a une image qui m'a interpellé plus qu'une autre, c'est celle-ci. Image choc, effectivement. Je vais essayer de zoomer pour que tout le monde puisse voir. Est-ce que c'est votre œuvre originale? Ouais. Même avec le nez rouge? Non. Ok. Donc là, image choc, effectivement. Mais l'idée qui devient intéressante, c'est quand on enlève le nez. Et là, ça devient intéressant. Joanne, on va essayer quelque chose. Je vais reposer la tablette juste ici. Et vous pouvez examiner la balle, Joanne. Elle est normale. Je n'ai pas encore triché. L'idée, ça serait sympa de créer une réalité qui n'est pas vraie, car en fait, on a l'impression de voir une seule balle, alors qu'il y en a deux depuis le début. C'est ça qui est intéressant. On va tenter une expérience, Joanne. Vous suivez, Joanne, pour le moment? Ça va? Bon, ça va. J'ai pas envie de vous perdre. On va essayer quelque chose d'autre avec une autre image. Je vais me permettre de garder cette balle dans ma main, et celle-ci, vous allez la prendre dans votre main, Joanne, et serrez très fort. Prenez-la et serrez très fort. Je vous demandais de mettre votre main le long de l'iPad, comme ceci. Très bien. On va prendre celle-ci parce qu'elle est assez marrante. Un lézard? Un serpent. Un serpent. Un serpent à pattes. On va essayer un truc. Regardez bien, Joanne. Boum. Ça, c'est pas mal. Ce qui est encore plus fou, c'est si on souffle. Vous l'avez senti arriver, Joanne, ou pas? Non. Non? Ouvrez tout doucement la main, et je crois que ça a fonctionné. On peut applaudir, Joanne. Merci, Joanne. Restez là, Joanne. Joanne, venez avec moi. J'en ai pas fini avec vous. On va essayer un autre truc. J'aimerais que vous repreniez les deux balles dans votre main, que vous serriez très fort la main et vous remettez votre main le long de l'iPad. Voilà, juste là. Ne bougez pas. On va essayer de créer quelque chose. Parce que dans la photo, on crée. En magie, on crée aussi. Je vais essayer de prendre juste ici une balle imaginaire. Elle est lourde. Mais aussi une deuxième.
peux les entendre. Vous ne les entendez pas, mais moi je les entends. Et ce qui est intéressant, de les prendre, de souffler, et normalement ça doit arriver. Tranquillement, on voit que ça se déplace. Il y en a même une deuxième qui arrive tranquillement. Et je pense que si tout se passe bien, Johan, vous allez sentir les balles arriver. Vous pouvez ouvrir la main tout doucement et je crois que ça a fonctionné. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Johan. Merci. Fantastique. On reste un peu sans voix, non? Non? Oui. Parce qu'il faut faire l'interview à Romain. Pas à Mais moi. oui, non, mais il va revenir, Romain. Il va revenir vous proposer d'autres choses. C'est vrai que c'est totalement fascinant, ce qu'on voit. On va peut-être changer d'image aussi sur l'écran et on va aborder cette notion de mémoire que vous explorez avec vos travaux dans l'exposition Monstres, avec l'intelligence artificielle, avec les images virtuelles, avec la photographie. On peut aujourd'hui se construire quelque chose qui est faux, une fausse mémoire. Et vous vous servez de ce phénomène absolument incroyable. Il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est comme la photographie est née avec un mandat précis d'immortalité. Oui. Ils nous ont dit, tiens, notre corps va disparaître, mais notre image va perdurer, va rester toujours. Mais maintenant, on est dessus parce que c'est pas vrai. Même les images vont mourir un jour, elles sont agoniques. Donc, je m'intéresse beaucoup à cette idée des images souffrantes, des images malades, des images qui se dégradent, en train de mourir, et qui pourtant, ils ne sont pas d'accomplir ces mandats de mémoire. Parce que si la photographie devait nous procurer, devait être un rapport de mémoire, qu'est-ce qui se passe quand la photographie perd la mémoire, quand la photographie devient amnésique, quand la photographie souffre de l'Alzheimer. Alors, ces sortes de situations, je les trouve d'un côté nostalgiques, bien sûr, mais aussi très poétique. Non? Alors, ça donne plein de situations. Par exemple, cette image, je l'avais prise dans un archive historique à Andorra. Andorra. L'archive nationale. Je fais des safaris dans des archives. Un peu partout quand je voyage, au Mexique, à Cuba, en France, en Italie, en Espagne, etc. Et alors, je rentre dans un archive et je demande au responsable, est-ce que vous avez des photographies qui se dégradent? Il me dit, ici, ça c'est un archive génial, on n'a pas de problème de conservation. Bon, c'est normal, c'est la réponse, disons, obligatoire de catalogue. Mais alors, on prend un café ou une petite bière comme ça, et alors, bon, maintenant, est-ce qu'encore il y a des photos qui se dégradent? Oui, il y a un petit coin, c'est pas une inondation, une petite... Et alors, c'est ça que je cherche. Des photos qui ont souffert environnement un peu hostile, l'humidité, les moisissures, les micro-organismes, etc. Pour y faire quoi? Pour y voir quoi? Pour chercher cette idée de mémoire qui n'est pas éternelle. Qui disparaît. Éphémère. C'est-à-dire que finalement, tout est éphémère. Et ça, cette fragilité, ça nous rend, je pense, très humains. On n'est pas de Dieu. Qui habite dans une éternité, mais on est dans une temporalité précise. Et alors, ça me permet de parler de ces sortes de qualité des sujets. Alors, c'est ça. La photographie a établi un combat avec le temps. Et finalement, c'est le temps qui prend sa revanche, sa vengeance. C'est-à-dire que finalement, toute photographie est condamnée
à disparaître, même si les conditions de conservation sont absolument extraordinaires. Donc, Johann von Coubertin, vous êtes une sorte de sauveur de la mémoire. Pas un sauveur, parce que ce que je fais, c'est un constat. C'est-à-dire, ça, c'est une instantanée dans la vie de cette image, ce qui nous permet de parler aussi d'un métabolisme des images. Les images sont nées, les images évoluent, les images arrivent à un certain âge, et alors c'est la décadence, la mort pour réinitier les cycles de la vie. Donc, c'est ça. Je parle si je retourne à cette archive et je demande la même plaque de vitre, les négatifs, probablement cette sorte d'invasion de micro-organismes bactériens ou des champignons aura déjà envahi toute l'image, c'est-à-dire aura expulsé ce qui était les rapports avec le réel. Alors, quand une image perd cette connexion avec les rapports, et il ne reste que les résidus chimiques, c'est-à-dire un rapport avec elle-même, avec son procédé, elle devient un fantasme. Un fantasme. Un fantôme, je ne sais pas. Ah, un fantôme. Un fantôme. Pas tout à fait la même chose. Oui, un fantôme. C'est-à-dire, ce sont des fantômes. Je cherche des images fantômes. Des images qui continuent à habiter l'archive, mais qui ne sont plus capables d'accomplir la fonction pour lesquelles ils sont là. Parce que dans un archive, l'image doit nous munir l'information sur un bâtiment, un personnage public, une scène de guerre, etc. Mais quand l'image n'est plus capable de fournir ce sort d'informations, qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle demeure dans l'archive? Elle est un fantôme. Voilà. Un fantôme. Est-ce que, par exemple, puisqu'on a cette image-là sur cet écran, est-ce que le sujet vous intéresse? Par exemple, j'aurais bien envie de savoir si vous savez, vous-même, Johann, si vous avez des informations sur le personnage qui est là, qui était-il, pourquoi il est là? Parfois, mais il y a plein Est-ce que ça vous intéresse? Oui, et quand c'est possible. Par exemple, je prépare à ce moment une expo à Rome avec les archives nationaux italiennes et je travaillais sur les fonds d'un prince. Il s'appelait Poggi, je pense. Il était aristocrate, un politicien, et qui aimait la montagne et la photographie. Il était un amateur. Et alors, toute son archive est déposée dans les ICCD, c'est Istituto per la Ricerca, je ne sais pas. Et je travaillais sur un corpus particulier d'images. Mais dans ces cas, il y a une anecdote, c'est que je fais cette recherche pendant la pandémie, pendant le confinement. Donc, cette idée de virus qui affecte l'image était très proche de notre virus. Oui. Et par exemple, dans l'Archive nationale de la Catalogne, qui est près où j'habite, pas à Barcelone, en ville, ils ont une section qu'ils appellent le purgatoire. Et ce purgatoire, c'est l'espace où tous les documents infectés sont déposés pour éviter les comptages des documents en santé, des documents sains. Et alors, pour moi, ça, c'est le paradis. Parce que le purgatoire, j'aime bien être dans le purgatoire. Pas l'enfer, c'est trop. Le paradis, je sais pas, le ciel, je sais pas, mais le purgatoire, je suis confortable avec des gens. Et alors, je trouve beaucoup de matériaux comme ça qui sont en attente de décider qu'est-ce qui se passe, s'ils montent au ciel ou s'ils descendent à l'enfer. Et voilà, ça c'est... D'accord. Et dans l'exposition de la Villa Perrochon, ce travail-là sur la mémoire, comment s'intitule-t-il? La partie qui est consacrée à la mémoire. Oui. Comment il s'appelle la partie de l'exposition? Prosopagnosia. Ah, voilà, c'est cela. Oui. Prosopagnosia, c'est un mot étrange c'est une maladie, une pathologie de la mémoire qui difficulte la reconnaissance des visages. C'est quelque chose qui arrive à 1-2% de l'humanité. Moi-même, j'ai ces problèmes. Parfois, je rencontre des gens
Et si je rencontre la même gens quelques heures plus tard, je ne suis pas capable de reconnaître le visage. C'est-à-dire, il me faut la voix, la façon qu'ils sont habillés, comme ça. Ou j'écoute un film, je regarde un film, et si les personnages, les protagonistes changent de scène, je dois suivre la voix comme ça. Parce que en ce qui concerne la reconnaissance du visage, je ne suis pas capable. Bon, si vous cherchez ça à Google ou à Internet, il y a le portrait de Brad Pitt qui va sortir, parce que il a aussi un problème de prosopagnosia, et je pense qu'il a investi beaucoup d'argent dans une fondation qui essaie de... Bon, on ne peut pas guérir ça, mais par contre, en étudiant la prosopagnosia, on a été capable de faire la conception de programmes, de logiciels de reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'à partir d'étudier comment notre cerveau configure l'identité d'un visage, on a été capable de traslader ça à cette sorte d'intelligence artificielle qu'on utilise pour le contrôle des visages. Voilà. Très bien. On va se tourner vers Romain, qui a peut-être pas du mal à reconnaître les visages. En tout cas, ça va. J'ai une bonne mémoire, justement. Et j'ai pensé qu'on aurait pu faire une expérience sur la mémoire, justement, messieurs, dames. Et pour ce faire, j'ai ramené plusieurs choses. La première chose, ça va être ceci, un jeu de cartes. Jeu de cartes, magicien, c'est normal. Mais aussi un cadre photo. Un peu particulier, le cadre photo, je vous l'admets. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans lequel est inscrit l'avenir. Je ne vous montre pas entièrement ce qu'il y a d'inscrit dessus. Je vous montre à vous, Johan et... Tu vois? Non? Tu veux que je me rapproche? Alors, de toute façon, on lira après. Okay. On lira après. Je vous montre juste ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais confier ça à madame qui se trouve devant moi. C'est quoi votre prénom? Mathilde. Je le savais. Mathilde, mettez-moi votre main à plat. Et je vous demandais de garder la carte entre vos mains. On y reviendra plus tard. C'est l'avenir. J'ai noté l'avenir dessus. Maintenant, l'idée va être très simple. On va essayer de sélectionner une carte dans ce jeu que j'ai mélangé avant de ranger, mais on va faire ça de manière aléatoire. Et la meilleure façon de faire ça de manière aléatoire, c'est d'utiliser un dé. Un dé que monsieur peut examiner. C'est bon? Vous pouvez regarder, il est normal, vous pouvez examiner le gobelet, bien entendu. Et l'idée va être très simple, je vais vous demander de mélanger le dé dans le gobelet. Et quand vous voulez, vous vous arrêtez. Ici, vous allez regarder le chiffre sur lequel vous êtes tombé et vous allez le garder en tête. Ok? On va faire ça 4 fois en tout. Vous allez passer le gobelet à côté. Je vais vous demander de mélanger aussi. Oh! C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça ne se casse pas. Vous mélangez, gardez bien le chiffre en tête. Pareil, vous regardez le chiffre, vous le gardez en tête, vous passez au voisin et à la dernière personne. Ok? Gardez bien en tête. Très important. Très bien. Faut le retenir. N'oubliez pas. C'est bon? Vous avez chacun un chiffre en tête. Maintenant, on va créer un nombre aléatoire grâce à ces chiffres. On va additionner tout ça ensemble. Un dé que vous avez, bien entendu, mélangé par vous-même. Et je vais vous demander à vous, monsieur, quel était votre chiffre? Le 6. Le 5. 6 plus 5, 11. 11 plus 1, 12. 4. 12 plus 4. C'est bien, 16. Très bien. L'idée va être très simple. Je vais ouvrir ce paquet. Je n'ai pas triché, je ne me suis pas approché du paquet, hein, à aucun moment. Et on va s'amuser à compter jusqu'à 16. C'est ça. L'étui est vide, bien sûr. Bien vide. Et tiens, Brigitte, Oui. tu veux venir avec moi? Oui. Tu vas participer avec moi. Donne-moi ta main à plat. Viens juste ici, voilà. Tu mets ta main à plat. On va compter les cartes jusqu'à 16. Hop là, pardon, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 et la 16e, si vous le voulez bien, je vais la mettre dans mon cadre photo. OK? Juste ici. Hop là. Oui, ben oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais, Romain? Hop. Non, Romain, il se trompe. Je remets tout ça ici. Hop. Et on va poser ça ici. OK? Brigitte, on est d'accord? Vous avez vérifié? Je n'ai pas triché quand j'ai compté. On est d'accord? Rappelez-vous, ici, une prédiction. Vous avez dit qu'il y avait l'avenir dessus. Je demandais à madame de lire à voix haute ce qu'il y a d'inscrit dessus. Vous ne pourrez tomber que sur le 6 de cœur. Vous ne pourrez que tomber sur le 6 de cœur. Je montre bien à tout le monde. Vous ne pourrez que tomber sur le 6 de cœur. Ce qui voudrait dire que l'addition de tous vos chiffres, ça serait exceptionnel qu'ici, on ait le 6 de cœur. Ça serait génial. Et je crois que si on regarde, on a effectivement le 6 de cœur, messieurs, dames. Je ne sais pas si c'est du hasard, mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, est-ce que vous avez eu une bonne mémoire? Est-ce que vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé? Vous avez peut-être vu des détails qui vous ont marqué, vous vous êtes dit, qui a vu un 6 de cœur à un moment donné? Qui a vu une carte blanche peut-être aussi à un moment donné? Il y a beaucoup de gens qui ont vu une carte blanche. Est-ce que c'était volontaire de ma part? Est-ce que vous pensez que c'était volontaire? Est-ce que vous pensez avoir perçu les choses telles que vous les avez vécues? Parce que, en réalité, je vous ai un petit peu manipulé depuis le départ, car si je redemande à madame, vous vous rappelez de ce que vous avez lu? Vous êtes sûr? Est-ce que votre mémoire vous a joué des tours? Est-ce que vous pouvez relire ce qu'il y a marqué sur la carte, à voix haute? Vous ne pourrez pas tomber sur le 6 de cœur. Vous ne pourrez pas tomber sur le 6 de cœur. Comme quoi, la mémoire fait défaut. Vous ne pourrez pas tomber sur le 6 de cœur parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu de 6 de cœur. Il n'y a toujours eu qu'une carte blanche à l'intérieur de ce tableau. C'est pas tout. Rappelez-vous, vous avez mélangé ce dé, mais il n'y a jamais eu de dé avec aucune face. On n'a toujours eu qu'un dé blanc, messieurs, dames. Et encore plus fou, le jeu. Parce que je crois qu'on a, depuis le départ, qu'un jeu totalement blanc. Totalement blanc. Et la seule carte existante et réelle est celle qui se trouve juste ici, dans mon porte-monnaie. Et je crois que c'est effectivement le 6 de cœur. Merci beaucoup. La mémoire. Alors, Johan, on va devoir... l'exercice suivant, c'est d'analyser le tour de Romain. Oui. Vous ne regrettez pas d'avoir choisi Oui, un oui, magicien dans pour une cette prochaine, scène, une prochaine vie, c'est cette scène promis. photographique incroyable. On va avoir, je pense, une nouvelle image sur l'écran qui va apparaître. C'est vous qui l'avez choisi, bien sûr. Et cette image va nous parler de la matière de la photographie. Et avec cette image, on rentre au cœur de la peau des images. Et c'est quelque chose, autant la dégradation que vous explorez en allant dans les archives, en récupérant des plaques de verre abîmées, par exemple, mais de rentrer dans le cœur de ce qui fait la photographie, c'est un autre sujet qui vous passionne et qui fait aussi l'objet de l'exposition. Oui, il y a un aspect que j'ai toujours essayé de résoudre, c'est quoi les degrés zéro de l'écriture photographique? C'est-à-dire, c'est quoi les particules élémentaires de l'image photographique? Est-ce qu'on peut arriver aux entrailles de l'image photographique? Alors, je fais pas mal de projets. Par exemple, vous connaissez tout le monde les films Blow Up d'Antonioni, où un photographe commence à faire des agrandissements d'une photo jusqu'au moment où il arrive à reconnaître les corps d'un assassin qui est en train de tuer. Bon, d'accord. Alors, je pris ces films, je pris les photogrammes de cet agrandissement et j'ai continué à faire des agrandissements
du moment que Antonioni s'arrête. Et j'ai commencé à faire des agrandissements géantes. Alors, il y a un moment qu'on traverse l'umbral de reconnaissance de la représentation et on arrive à la matière dans son état pur, c'est-à-dire au grain, presque les molécules de l'image. On se perd dans l'abîme de gratignage, de texture, etc. Donc, ça nous parle de la mort de la représentation ou de surpasser et de la faire ressusciter. Bon, alors, ça, c'est des questions qui m'intéressent. Et par exemple, cette image appartient à un nouveau projet, Élevage de poussière, un hommage à Duchamp et Man Ray, et que je vais présenter dans son ensemble à Rome le mois prochain, en mai. Et ici, c'est la première fois, c'est-à-dire c'est un échantillon pour confronter avec le public, c'est la première. Alors, élevage de poussière, comme vous savez, Duchamp, dans les années 20, elle crée les grands berres, et c'est Man Ray qui fait la photo, c'est un jardin de poussière. Alors, j'aime bien cette idée de la poussière comme origine. On arrive de la poussière et on va retourner à la poussière. Donc, ces images endommagées, que j'ai photographié par exemple par transparence dans ce qu'on a projeté avant, si on la regarde en cherchant la perspective correcte et l'éclairage, on arrive à souligner cette présence de poussière, c'est ça, ce paysage, ce jardin de poussière. Bon, alors je vais aller au-delà, je vais traverser ce paysage pour pénétrer dans son intérieur. Et alors, avec l'aide de biologistes de l'Université de Barcelone, j'utilise un microscope électronique pour arriver à faire des portraits des agents, de micro-organismes qui sont en train de manger l'image, qui sont en train de la phagocyter, et qui pourtant on peut considérer des agents mangeurs de mémoire. Alors je trouve ça aussi assez intéressant. Et à les identifier, c'est-à-dire ce sont des champignons, des bactéries, le pénicillinum, je ne me rappelle pas les noms, mais c'est très bien identifié. Donc je compose ces sortes de diptyques où il y a, d'une certaine façon, les macrocosmos et les microcosmos en dialogue. Mais alors, quoi qu'il arrive, avec tous ces exemples, enfin, ces deux derniers exemples avec les photos qui sont sur l'écran, à chaque fois, là, vous êtes vous êtes avec l'image analogique. Vous travaillez sur cette image qui disparaît pour laisser place au virtuel. Oui, si on regarde en perspective, on peut considérer ça comme une façon mélancolique de dire au revoir. Ça c'est le reste, ce qui reste de la photographie analogique, de la photographie comme objet. Parce que ça c'est un autre aspect très important, la matière. La photographie telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, c'était de l'information visuelle, mais c'était aussi un objet qu'on touchait, un objet qu'on avait dans notre poche, un objet qu'on avait sur c'est pas l'étagère de la cheminée. Dans un cadre. C'est-à-dire que cette objectualité, la dimension physique de la photographie avait aussi des conséquences importantes pour notre rapport. Je même dirais que ça lui conférait une sorte de qualité fétichiste. C'était un fétiche. Iconique. Oui, la photographie était un objet relique qui remplaçait la présence d'un corps absent, une personne, etc. Alors, par exemple, ça c'est par rapport à un concept que je commence à travailler maintenant, c'est l'iconophagie, c'est-à-dire l'action de manger des images, que ce n'est pas une invention à moi. Les Égyptiens les faisaient, il y a toute une tradition, il y a toute une histoire
de l'ingeste d'images. Par exemple, pendant le Moyen-Âge, avec les estampes de saints ou de la Vierge, on croyait que si tu manges cette estampe, tu vas te guérir de certaines maladies. C'est-à-dire qu'il y a un attachement magique, religieux, superstitieux à l'objet. Hein. Et alors, aujourd'hui, quand avec la post-photographie, l'image se matérialise, l'image perd son corps, il ne reste, comme je dis souvent, que l'âme. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette âme flottante sans un attache au réel, hein? Donc, il y a beaucoup de pertes de fonctions de la photographie qui vont se perdre ou se transformer. Et ça, c'est aussi intéressant de réfléchir. Quand vous parlez des mangeurs d'images, on peut faire référence à l'affiche des rencontres de la Villa Perrochon avec votre photographie des escargots. Absolument. Qui sont en train de grignoter l'image. Oui, ça c'est un précédent à cette idée d'iconophagie. Hein. Dans ces cas, c'est des escargots qui mangent des photographies ou des reproductions d'art. Et alors, ils se nourrissent de l'art. Parce que les escargots sont en train, pardon, je vous coupe, Joanne, de grignoter des cartons d'invitation qui sont dans votre boîte aux lettres. Oui, exactement. Ça, c'est l'origine du système de travail, du processus. J'habite en campagne, il y a une boîte aux lettres sur la rue. Si je suis en voyage, le facteur dépose les correspondances. Il y a tout de suite les escargots affamés qui arrivent et mangent le papier. Alors, au début, j'étais un peu gêné, mais finalement, j'ai compris qu'il travaillait pour moi. Parce qu'il produit de nouvelles images à partir des images déjà existantes. Il recyclait l'image. Et alors, ça m'a donné tout de suite l'idée de cette dette que chaque image a avec des autres images. Toute image, en arrière, il y a des autres images. Par exemple, il y a un penseur, un philosophe brésilien que malheureusement n'est pas traduit au français et à l'anglais, et qui est méconnu, c'est Boitelho Jr., qui parle de l'anthropophagie à l'iconophagie. C'est-à-dire qu'il y a une iconophagie imperfecte, c'est quand les corps mangent des images, mais il y a l'iconophagie parfaite, que c'est quand les images mangent des autres images. Dans le sens que dans le monde contemporain, dans la situation de massification, de densité, de prolifération, de saturation d'images, les images se cannibalisent les unes aux autres. Et alors, on est dans cette situation d'iconophagie parfaite. Oui, et avec cette histoire des escargots dans votre boîte aux lettres, vous évoquez aussi le fait que finalement, vous n'êtes plus le seul propriétaire de vos œuvres. En l'occurrence, les autres sont les escargots. Bon, ça c'est un sujet assez délicat quand on l'expose parmi les collègues professionnels de l'image, parce que nous sommes dans une période, je dirais, révolutionnaire avec toutes ces nouvelles technologies, parce que vraiment, on ne se rend pas compte, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme en 1839, quand le daguerreotype a été annoncé, et les gens n'étaient pas capables de comprendre. Ils avaient un daguerreotype dans la main, mais c'était comme un miroir qui avait fixé une image, le reflet ne bougeait plus. Il fallait croire parce qu'ils l'avaient là dans la main, mais alors, on est dans ces sortes de situations aujourd'hui. Et alors, moi, j'ai toujours pensé que comme créateur d'images, nous sommes on fait toujours une création par procuration. C'est-à-dire que notre cerveau, notre imagination triture toute l'expérience, toute la culture, toute l'histoire, et est capable, comme les algorithmes contemporains, de générer des combinaisons nouvelles. Mais à la limite, les sources sont dans le domaine commun, dans le collectif, historique. Au point de vue social. Donc, je pense qu'il faut repenser la condition d'auteur et être peut-être plus généreux, plus solidaire, et penser que la création, peut-être, c'est fait par l'intermédiaire d'un artiste, mais appartient au zeitgeist, appartient à l'esprit du temps, appartient à la société, appartient à l'humanité, à l'histoire.
on va me dire, tiens, ça c'est très joli dans les plans, dans les plans philosophiques, mais il faut payer la location, il faut payer la nourriture. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut articuler une façon de avoir une compensation économique pour un travail de création, absolument. Bon. Mais pour moi, ce n'est pas une contradiction. Il faut tout simplement comprendre qu'on est dans une période de transformation et il faudra repenser ce genre de sujet. En attendant, on va repenser la création de Romain. C'est bien cela, Romain? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour un dernier tour. Ouais, c'est le petit dernier. Et en plus de ça, on va travailler avec la matière, justement. Et il me faudrait quelque chose de physique. Et la meilleure chose qui soit physique, c'est celle-ci. Un livre de Joanne. C'est une photo, hein, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend la photo et qu'on la sort directement de l'écran, et là, on devient sur quelque chose de physique. On sent la matière entre les mains, Joanne. C'est ça qui est intéressant. Je vais faire l'expérience avec madame. Quel est votre prénom? Magali. Magali. Je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Je vais me chronométrer. Je vais me chronométrer et je vais essayer de lire le plus rapidement possible dans vos pensées. OK? Bon. Je vais demander à Brigitte, ça ne te dérange pas de me chronométrer? Tiens, j'ai vu que tu avais déjà ton chrono qui était mis en place. Tu sais comment ça fonctionne? Tu démarres ici et t'arrêtes ici. OK? OK. À mon top départ, tu lances et puis tu t'arrêteras quand je te le dirai aussi. OK, ça marche? Votre prénom, rappelez-moi. Magali. Magali, je vais effeuiller les pages comme ceci du bouquin et vous me direz stop quand vous voulez. Vous êtes prête? 1, 2, 3. Oh, c'est rapide. Mais je fais quoi, là? Non. Pas encore, Brigitte. J'attends que tu me dises stop. Voilà. Quand je te dis Pardon, j'ai démarre, tu démarres. C'est très précis parce que j'essaye de battre un record aujourd'hui. Hein, d'accord? Avec moi, c'est pas gagné, donc. Allez, ça va le faire. OK. Tu démarres quand je te le dis et tu t'arrêtes quand je te le dis. Oui. Hop, non. Non, mais... On va pas y arriver, hein. Bon. Non, mais OK. Est-ce que tu as compris Oui. le truc? Bon. J'ai entendu le top de Magali, donc voilà. Là, tu m'as lancé plusieurs chronos en plus, donc... Ça, c'est mémorable, Brigitte. Bon, OK. quand je te le dis, tu appuieras Oui. sur démarrer, et quand je te le redirai, tu arrêteras le chrono, OK? À mon top. Ça marche? Bon. Pas maintenant. Elle me fait peur, Brigitte. Bon, on va refaire les feuillages. Tu es prête, Magali? Ici? Tiens, j'ouvre le livre, tu regardes. Alors, je ne sais pas si tu as plusieurs photos. Si tu as 2 photos, tu en choisis une des 2. Il y en a une. Donc, tu vas simplement photographier cette photo dans ton esprit. Tu y penses simplement très, très fort. C'est bon? Tu l'as en tête? Tu la gardes en tête, c'est très important. Je ne veux pas voir, je ne veux pas tricher. Je ferme juste le livre et je vais le confier à quelqu'un de sûreté, qui je peux faire confiance. Pas toi. Non, je rigole. Je te le laisse pour le moment. Et je vais demander à Magali de se concentrer et de visualiser cette photo. D'accord? On va essayer de reproduire tout ça. Là, à partir de maintenant, Brigitte, tu vas pouvoir démarrer le chrono. Et Magali, démarre. Tu peux y aller. Voilà, très bien. Magali, regarde-moi. Tu penses simplement, tu t'imagines en train de... Alors, si c'est une photo, ça va être compliqué de la dessiner, mais j'aimerais que tu imagines les traits principaux de cette photographie. Simplement y penser. Regarde-moi. Tu y penses, là? OK. OK, je perçois quelque chose. Je ne sais pas si tu m'envoies les bonnes ondes, mais j'espère. Ça serait dommage de rater. Ouais, OK. Je perçois comme des trucs obscurs. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ne me dis rien, mais je perçois des taches obscures. Je pense qu'il y a ça ici, OK. On va essayer comme ça. Ouais, OK. C'est très moche. Le travail de Joanne est beaucoup plus beau. Je ne me lancerai pas dans le dessin. Je pense avoir quelque chose. Est-ce que tu te rappelles le numéro de la... Alors, le livre n'est pas numéroté. Les pages ne sont pas numérotées, mais les photographies sont numérotées, elles. Est-ce que tu te rappelles du numéro de la photographie? Oui, tu l'avais regardé? Et c'est génial. Est-ce que tu peux me redonner le bouquin
est-ce que tu peux aller voir et montrer à tout le monde la photographie que tu avais vue? Ça représentait quoi? Une femme, d'accord. Alors tu peux me la montrer maintenant et tu peux stopper le chrono. Super, très bien. Bravo, Brigitte. On peut l'applaudir. Une femme. C'est quoi le titre de l'œuvre, de la photographie? Un ange québécois fait une prière pour Gibraltar. Alors, je tiens à vous préciser, je suis très mauvais en dessin, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal si je vous montre ceci. On peut montrer, hein, pas de moquerie s'il vous plaît, mais j'ai fait les grandes lignes. Hein. C'est plutôt bien. Alors, je sais que ça peut être troublant, mais ce sont des idées... il suffit que vous ne vous concentriez pas assez. Non, c'est pas votre faute. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. On va essayer plus loin, on va travailler avec la matière. Je demandais à Joanne, je vais venir vous rejoindre. Non, reste là-bas, Joanne. On va essayer de travailler avec la matière et on va essayer de travailler avec le hasard aussi. Je demandais à Joanne, prenez la boulette, Joanne, vous la gardez dans la main, serrez très fort. Et je demandais à Brigitte, combien de temps j'ai mis pour deviner les pensées de Magali? 1,37. 1 minute 37 et... 24 centièmes. 1 minute 37 et 24 centièmes. Ouais. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Vu la tête du dessin, on est bien. Hein. Il aurait fallu que je mette 5 minutes pour pouvoir faire quelque chose de plus correct. On est plutôt pas mal. Une chose est sûre, c'est qu'au niveau du temps, j'aurais pu avoir le contrôle sur les minutes et les secondes, mais une chose est sûre, c'est que sur les centièmes, j'avais aucun contrôle. 24 centièmes. Ouais. Je vais demander... tac, tac, tac. On va faire un truc. C'était quoi le numéro de la photographie tout à l'heure? 38? Et les centièmes, là, on a quoi? 24. Combien? 24. 24. OK. Est-ce que tu peux aller, parce qu'on va faire ça de manière aléatoire, aller à la 24e photographie? Oui. C'est bon, tu l'as? Ne dis rien. Pense-y simplement très fort. Maintenant, on va travailler avec la matière. Et pas comme la première fois. Je rigole. Magali, pense à la photo. Est-ce qu'il y a un élément sur la photo qui est plus marquant qu'un autre? Oui. Concentre-toi dessus. Regarde bien, je vais capter tes pensées. Hop, on prend juste ici et on va créer un travail avec la matière dans la main de Joanne. T'as senti quelque chose, Joanne, ou pas? Oui, oui. Ça, c'est pour me faire plaisir, ça. Est-ce que tu peux nous dire, Magali, pour la première fois, à quoi tu as pensé? Quelle était la photo à laquelle tu pensais? C'était quoi? À quoi j'ai pensé ou quelle était la photo? Ouais. J'ai pensé à un poisson. Un poisson, d'accord. Et tu peux montrer la photo? OK. Des poissons rouges. Golden Fish, les poissons rouges de 1991. C'est là que ça devient intéressant. Si j'avais réussi à capter les choses de ton esprit pour les transmettre sur la matière, sur le papier. Joanne, est-ce que tu peux, s'il te plaît, déplier le papier tout doucement, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que je pense que le travail s'est fait. Si on regarde et qu'on déplie correctement, je ne sais pas si c'est du hasard, mais en tout cas, on a effectivement un poisson. Et je ne sais pas si c'est du hasard aussi, mais on est le 1er avril, je vous rappelle. Je vous laisse en souvenir, Joanne. Je voudrais conclure avec une chose. Je pouvais que conclure là-dessus. Joanne, est-ce que ça te parle, 38 et 24? Enfin, ce sont des nombres aléatoires qui ont été générés aujourd'hui. Mais est-ce que ça te parle? Tu me dis quelque chose? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais. Non. Non, pas forcément. Parce qu'en fait, parfois, beaucoup de choses sont écrites à l'avance. On peut prévoir l'avenir assez facilement. Et je pense que tout est écrit pour toi ce soir. Enfin, cet après-midi. Parce que si on regarde comme ça, on ne perçoit pas forcément les choses au premier regard. Il suffit juste de se concentrer un petit peu mieux pour commencer à voir quelque chose qui ressemble à une personnalité qu'on connaît tous. Et je crois que c'est Joanne. Merci beaucoup. Je vous la laisse en souvenir. Merci bien, Magali. Merci. Merci.
C'est une très belle conclusion. Oui, absolument. Juste un petit mot avant de se quitter pour que vous vouliez dire quelque chose. Non. Non, ok. Donc là, le week-end, quand le week-end sera terminé, vous allez prendre votre rôle avec les 8 jeunes résidents. Comment vous envisagez les choses? Bon, d'ailleurs, ils sont peut-être jeunes Oui. au point de vue âge, mais ils sont déjà experts. Il y a leur expo ici, donc c'est un travail déjà assez accompli. Donc, je ne vais pas garder un rôle paternaliste, pas du tout. Je serai à la disposition, je vais apporter mon expérience, ma connaissance, je vais donner des idées s'il faut, je vais dépanner si c'est nécessaire. Mais basiquement, je vais regarder en arrière qu'est-ce qui se passe et donner des petites indices et rester, comme je viens de dire, disponible s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une discussion plus approfondie, etc. C'est-à-dire que mon temps pendant les résidences les appartiennent et je vais faire un suivi en essayant que à la fin de la résidence, les travaux seront les plus satisfactoires possibles. Voilà. Et vous allez aussi travailler pour vous, dans les quelques moments que vous aurez de libre. Vous parlez de travailler, je parle de m'amuser. Oui. Je ne vais pas arrêter de m'amuser. C'est-à-dire que j'amène plein de jouets avec lesquels je vais m'amuser pendant ma résidence. Et est-ce que vous pensez que vous aurez le temps de recréer un fait divers à Niort comme vous l'aviez fait avec les piranhas qui avaient mangé des doigts de comment vous s'appelait Sylvie Tremblay. Sylvie Tremblay. Bon, vous êtes tous au courant de l'histoire des piranhas à Niort. Juste un mot. Oui, vas-y. Non, mais vas-y, John. Oui, c'était une résidence dont le sujet était la fiction, le fake, qu'on dirait aujourd'hui. Et alors, avec les résidents, on a généré une fiction. On a prétendu que dans les Fort Foucault, où nous sommes installés, il y avait eu une troupe de cirque brésilien qui, en partant, ils avaient des piranhas, un aquarium avec des piranhas qu'ils ont jetés dans l'eau. Et alors, ces poissons se sont acclimatés et reproduits. Et éventuellement, un des résidentes qui était proche en faisant des photos s'est fait mordre un doigt et s'est fait amputer 2 phalanges. Alors, on a cherché la complicité d'un journaliste local qui a passé la nouvelle publiée dans les journaux. Et alors, il y a eu les grandes paniques, les activités écolières, les enfants sont interdits de s'approcher. On a envoyé des pêcheurs professionnels pour chercher de repérer les piranhas sauvages, comme ça. Et alors, on a créé vraiment un état de panique dans la ville qui a été assez amusante. Et à ce moment, on a dit, tiens, c'était nous, on a été l'auteur, donc voyez à quel point la fragilité de l'information peut être intervenue, conditionnée. Et ça, c'était finalement un débat sur la crédibilité, voilà. Alors maintenant, dans cette résidence, on va boire. Ça dépend de la quantité de vin qu'on va boire ensemble, quelle sorte de fête, qu'est-ce qu'on va fumer, enfin. Donc, à partir de cette dynamique, on va improviser. Je ne vais pas fermer la porte à aucune possibilité. De toute façon, pour faire fonctionner un fake, il ne faut pas l'annoncer. Ça, c'est la première règle d'or. Eh bien, ainsi se termine cette scène photographique. J'espère qu'elle sera pour vous un bon début pour aller voir toutes les expositions des rencontres de la jeune photographie internationale. Merci à Nico qui est par ici, par là, qui est par ici, et à Victor. Je crois que je me trompe carrément de prénom. On va échanger tout à l'heure. Pour la régie de cette scène photographique, n'oubliez pas, bien sûr, d'aller voir l'exposition à la Villa Perrochon, Monstre, et puis de regarder aussi sur la chaîne YouTube de la Villa le question d'image que nous avons fabriqué ensemble à Granollers.
à la Fabrique des Arts, hein, là-bas chez vous. Et puis, je vous souhaite de bien travailler pour les jeunes résidents. Et on viendra voir les travaux qui seront dévoilés donc, dans 15 jours. Dans quelques instants, Joanne va signer, je crois aussi, Sylvie Bussière va signer quelque chose, peut-être, ici, dans la salle, c'est ça ? Et merci d'avoir été si attentif. Et merci, bien sûr, à Romain Frazi. Merci beaucoup, Joanne. Au revoir.